Vous êtes tous là? Ah oui. D'accord. D'accord. Donc, vous voulez qu'on fasse les cas cliniques ou vous voulez que je réponde à vos questions? C'est comme vous voulez. Hein. C'était ils sont victimes du pouvoir. Cas cliniques. Pas de cas, s'il vous plaît, on n'a pas bien révisé. On va le faire ensemble. Hein. C'est comme vous voulez. Vous m'entendez? Oh, où est-ce que vous êtes passé? On le fait maintenant, c'est mieux pour bien assimiler le cours. Et on va le refaire. On va faire d'autres cas cliniques la semaine prochaine. Non, s'il vous plaît, les cas, répondez à mes questions. Oui, vous pouvez poser vos questions et je vais répondre. Pour cas clinique, le diagnostic, c'est polyglobulite vacace. On verra. Le cas clinique. Donc, vous pouvez poser les questions en même temps. Hein. Donc, on fait le cas clinique et vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Donc, pour le premier cas clinique, c'est un patient âgé de 50 ans. Globules rouges, 6 millions. Donc, non. Oui. Donc, c'est un patient âgé de 50 ans, consulte pour céphalée, bourdonnement d'oreille et vertige. À l'examen clinique, il présente une érythrose faciale masquée, une splénomégalie à 5 cm du rebord costal. L'hémogramme montre un taux de globules blancs 19 000. 19 gigas par litre, c'est 19 000 éléments par millimètre cube. Polynucléaire neutrophile, 16 200 éléments par millimètre cube. Présence de promyélocytes, myélocytes et métamyélocytes. Les lymphocytes sont de l'ordre de 2000 éléments par millimètre cube et les monocytes, 800 éléments par millimètre cube. C'est partie du syndrome tumoral. Oui. Donc, vous avez une splénomégalie, une érythrose faciale. Le patient présente des céphalées, bourdonnement d'oreille et vertige. Je continue pour l'hémogramme. Le globule rouge, 6,2 millions. 6 200 éléments par millimètre cube. Hémoglobine, 19 grammes par décilitre. Hématocrite, 60%. VGM, 97 femtolitres. Et plaquettes, 600 000 éléments par millimètre cube. Donc, avant de poser les questions, à chaque fois que vous avez un cas clinique, il va falloir résumer ce qu'on vous donne comme élément. Donc, c'est un patient de 50 ans qui présente des céphalées, bourdonnement d'oreille et vertige. Ça fait partie du syndrome d'hyperviscosité, une érythrose faciale et une splénomégalie à 5 cm. Donc, ça, c'est pour les signes cliniques. L'hémogramme montre une hyperleucocytose. On va voir la deuxième question. Donc, interpréter l'hémogramme. Quel est le diagnostic le plus probable? Citer en précisant les résultats.
les deux examens de biologie moléculaire qui sont en faveur de ce diagnostic. À quoi rattachez-vous les signes fonctionnels présents chez ce patient et citez deux complications qu'encourt ce patient. Donc, interprétez l'hémogramme. Vous avez pris une note. Quel est le diagnostic le plus probable? Citez en précisant les résultats des deux examens de biologie moléculaire qui sont en faveur de ce diagnostic. À quoi rattachez-vous les signes fonctionnels présents chez ce patient et citez deux complications qu'encourt ce patient. Je reprends l'énoncé. Donc, vous avez VGM à 97 femtolitres, 19 grammes d'hémoglobine, 6 millions de rouge, hématocrite 60%, plaquettes 600 000 éléments par millimètre cube. On peut voir le cas. Oui. C'est bon? Oui. Vous pouvez répondre, hein? Très bien. Donc, vous avez une augmentation des trois lignées. D'abord, j'ai dit il faut résumer le cas. C'est un patient de 50 ans avec des céphalées, bourdonnements d'oreilles, vertiges, érythrose faciale, sténomégalie. Donc, comment interpréter l'hémogramme? Vous avez dit qu'il y a une augmentation des trois lignées. C'est vrai, globules blancs augmentés, globules rouges augmentés, et vous avez les plaquettes qui sont augmentées. Donc, pour interpréter l'hémogramme, tout d'abord, il faut prendre lignée par lignée et faire l'interprétation de chaque lignée. Puis par la suite, vous faites le résumé de votre interprétation ou la récapitulation. Donc, le patient présente, on va le faire ensemble, le patient présente une hyperleucocytose, une polynucléose, donc une hyperleucocytose à 19 000 éléments par millimètre cube. Hier, on avait parlé dans... Donc, hier, on avait parlé, quand on fait l'interprétation, on doit qualifier ce qu'on trouve comme anomalie. Par exemple, une augmentation modérée, minime. On doit qualifier par un adjectif l'anomalie qu'on va trouver. Donc, c'est une hyperleucocytose modérée. Polynucléaire neutrophile, 16 200 éléments par millimètre cube, c'est une thrombocytose, une polynucléose neutrophile. Présente de promyélocytes, myélocytes et métamyélocytes. Donc, on va dire qu'il s'agit d'une myélénie, c'est bien. Vous avez le taux de monocytes qui est de l'ordre de 800, donc une augmentation, donc une monocytose. Qu'est-ce qu'on a comme pour la lignée blanche? Donc, on va avoir une hyperleucocytose avec une polynucléose neutrophile présente de myélénie. Les lymphocytes sont normaux, les monocytes sont légèrement augmentés. Ça, c'était la première lignée. La deuxième lignée, c'est le globule rouge. Donc, 6 millions de rouge, 19 grammes par décilitre, hématocrite 60%, VGM 97 femtolitres. Donc, il s'agit d'une polyglobulie. La troisième, le VGM, il est normal. Hein, donc, il n'y a pas une microcytose. Le VGM, il est compris. La valeur normale du VGM, elle est comprise entre 80 et 100 femtolitres, donc c'est un taux qui est normal, c'est une valeur normale. Les plaquettes sont à 600 000 éléments par millimètre cube, donc une thrombocytose. Donc on a les trois lignées qui sont augmentées, une hyperleucocytose avec une polynucléose neutrophile, présence de myélénie, une polyglobulie et un taux de éléments par millimètre cube. Donc là, ça c'était pour l'interprétation de l'hémogramme. Quel est le diagnostic le plus probable? Qu'est-ce que vous en pensez?
Myélofibrose. Sur quelle base vous avez dit myélofibrose? Le VGM, c'est entre 80 et 100 femtolitres. Si vous avez assisté au cours hier, donc j'ai dit 80 et 100 femtolitres. 95, c'est ancien. Donc, c'est bon. Donc, c'est une polyglobulie de Vaquez. Le plus probable, c'est une polyglobulie de Vaquez. Pourquoi? Quels sont les arguments? Donc, vous avez, c'est un patient de la cinquantaine qui présente une érythrose faciale, une splénomégalie et une augmentation de tous les... Très bien. Donc, vous avez répondu. Maintenant, la troisième question, citez en précisant les résultats des 2 examens de biologie moléculaire qui sont en faveur de ce diagnostic. Très bien, JAK2, la mutation JAK2, qui est retrouvée dans... Vous avez un autre... absence de Philadelphie. Donc, pour ne pas dire absence de Philadelphie, parce qu'on avait dit que ces syndromes myéloprolifératifs AFI négatifs, on parle de absence de transcrit BCR-ABL. La biologie moléculaire, hein, j'ai précisé, biologie moléculaire, donc vous avez la mutation JAK2 et l'absence de transcrit BCR-ABL. À la place de Phi négatif, vous mettez transcrit BCR-ABL, absence de transcrit BCR-ABL. Donc, en précisant les résultats, c'est les 2 examens, c'est la recherche de la mutation JAK2 qui est positif et le transcrit BCR-ABL qui est négatif. C'est la même chose, donc j'ai parlé de biologie moléculaire. La cytogénétique, on parle, dans la cytogénétique conventionnelle, on parle de chromosome Philadelphie. En fiche, on parle de translocation 922. Et en biologie moléculaire, on parle de transcrit BCR-ABL. C'est au niveau des gènes que ça se passe, donc au niveau de l'ADN. 4e question. À quoi rattachez-vous les signes fonctionnels présents chez ce patient? Donc, le patient, il a des signes fonctionnels, on revient en arrière, des céphalées, bourdonnement d'oreille et vertige. Donc, à quoi vous rattachez ces signes? Très bien, à l'hyperviscosité sanguine. Donc, à quoi rattachez-vous les signes fonctionnels présents chez ce patient? Au syndrome d'hyperviscosité. Citez 2 complications qu'encourt ce patient. Thrombose et quoi d'autre? Thrombose et... Donc, voici les réponses du cas clinique. En résumé, donc c'est un sujet âgé de 50 ans qui présente des signes fonctionnels, une splénomégalie. L'interprétation de l'hémogramme, on va avoir une hyperleucocytose apolynucléose neutrophile, une myélénie, une polyglobulie et une thrombocytose. Le diagnostic le plus probable, c'est un syndrome myéloprolifératif de type polyglobulie de Vaquez. Les 2 examens, c'est le transcrit BCR-ABL qui est négatif et la mutation JAK2 qui est positif. À quoi rattachez-vous les signes fonctionnels? C'est au syndrome d'hyperviscosité sanguine. Et les complications qu'on va trouver, thrombose, hémorragie, myélofibrose, et leucémie. Très bien. Vous voyez que vous avez bien révisé le cours. Donc, on va voir un 2e cas clinique. Vous êtes prêts? Ah oui. Donc, le 2e cas clinique parle d'un jeune malade âgé de 35 ans avec notion de priapisme, technicien à la radio de profession, consulte pour une pesanteur de l'hypocondre gauche évoluant depuis 8 mois. L'examen retrouve un amaigrissement non chiffré, une splénomégalie avec un débord splénique de 12 cm. Quel diagnostic évoquez-vous et sur quels arguments? L'hémogramme montre un taux de globules blancs à 323 000 éléments par millimètre cube.
taux d'hémoglobine à 10 grammes par décilitre, VGM 90 femtolitres, CCMH 33%, plaquettes 500 000 éléments par millimètre cube. Le frottis sanguin donc, montre l'équilibre leucocytaire 50%, 4%, 5%, 2% et 1% et 38% de précurseurs granuleux immatures. Donc, interpréter ce bilan, est-il suffisant pour poser le diagnostic? Ça, c'est la première question. Quels sont les examens à faire pour confirmer le diagnostic et quels en sont les résultats? Quels sont les items à utiliser pour calculer le score pronostic? Le résultat est de 0,59. Donc, à quelle catégorie de risque vous allez intégrer votre patient? Et quel est le mécanisme de la complication suscitée? Et enfin, quelle sera votre attitude thérapeutique et sociale? Oui, le priapisme, c'est une érection douloureuse, c'est une complication qu'on peut trouver. Donc, c'est une thrombose des corps caverneux. Très bien, donc on va répondre aux questions. On fait l'énoncé. Donc, on peut revoir l'énoncé. Donc, je viens de dire qu'il s'agit d'un patient âgé de 35 ans. Il a la notion de priapisme. Il travaille comme technicien supérieur à la radio. Il consulte pour une pesanteur de l'hypocondre gauche qui évolue depuis 8 mois. L'examen, il retrouve un amaigrissement non chiffré, une splénomégalie avec un débord clinique de 12 cm. Donc, quel diagnostic évoquez-vous et sur quels arguments? Très bien. Donc, c'est une LMC, leucémie myéloïde chronique, un syndrome myéloprolifératif type myéloprolifératif. Les arguments, d'abord, vous avez l'âge. Non, la profession ne fait pas partie des arguments du diagnostic. Très bien. Donc, vous avez l'âge. Comme pour le premier cas clinique, on doit faire un résumé. Vous avez l'âge, des antécédents de priapisme. C'est un technicien de profession, technicien à la radiologie. Sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on a comme signes? Vous avez des signes généraux, tels que l'amaigrissement, une pesanteur de l'hypocondre gauche avec une splénomégalie. Donc, ça, c'est pour le résumé. D'abord, donc quel diagnostic évoquez-vous? C'est un syndrome myéloprolifératif type leucémie myéloïde chronique. Sur quels arguments? Vous avez l'âge, vous avez la pesanteur de l'hypocondre gauche et la splénomégalie. Les signes généraux ne sont pas spécifiques, donc ils sont peu spécifiques dans la leucémie myéloïde chronique. Ça, c'est pour le diagnostic. L'hémogramme montre 323 000 éléments par millimètre cube, 10 grammes par décilitre d'hémoglobine, VGM 90 femtolitres, CCMH 33%, plaquettes 500 000 éléments par millimètre cube. Le frottis sanguin, vous avez l'équilibre leucocytaire devant vous, et 38% de précurseurs granuleux immatures médulaires. Comment vous allez interpréter le bilan? Est-ce qu'il est suffisant par la suite pour poser le diagnostic? Très bien, donc on va commencer par l'interprétation. On a dit tout à l'heure qu'on doit prendre lignée par lignée et interpréter, puis par la suite faire une conclusion de votre interprétation. On va commencer par la lignée blanche. Globule blanc à 323 000 éléments par millimètre cube avec un équilibre leucocytaire qui est donc 50% de polynucléaires neutrophiles, 4% éosinophiles, 5% basophiles, 2% lymphocytes et 1% de monocytes. Donc, ici, j'ai donné des résultats en pourcentage. Donc, c'est sur 100 cellules-là, en plus du 38% de précurseurs granuleux immatures médulaires. Donc, c'est en pourcentage, c'est sur 100%. Donc, ce sont des valeurs relatives qu'on doit convertir en valeur absolue. Donc, on va multiplier 50% de polynucléaires neutrophiles par le nombre de globules blancs, 323 000. On va trouver une polynucléose neutrophile. Non, ce n'est pas une LA. Donc, il faut suivre avec moi pour l'interprétation du bilan. Donc, on avait dit c'est une hyperleucocytose majeure, 323 000
c'est supérieur à 100 000 éléments par millimètre cube, donc c'est une hyperleucocytose majeure. Ça, c'est l'adjectif pour qualifier votre hyperleucocytose. Deuxièmement, pour l'interprétation de l'équilibre leucocytaire, 50% de polynucléaires neutrophiles qu'on doit multiplier par le nombre de globules blancs. Donc, on va trouver une polynucléose neutrophile. 4% de basophiles, de déosinophiles. Donc, on va multiplier ça par le nombre de globules blancs et on va trouver une éosinophilie, une basophilie. Le taux de lymphocytes, il est normal et le taux de monocytes est également normal. Ça, c'est pour l'interprétation de la lignée blanche. Vous avez, en plus de cet équilibre leucocytaire, vous avez des précurseurs qui sont détachés de la moelle osseuse et qui sont retrouvés au niveau du sang périphérique. Ces précurseurs granuleux immatures médulaires, on les appelle myélénies. Donc, c'est les promyélocytes, myélocytes, métamyélocytes, qui est supérieure à 20%. Donc, elle est de 38%. Donc, on ne va pas la convertir. Les précurseurs qui sont présents, les précurseurs médulaires qui sont présents au niveau du sang périphérique, on ne va pas les convertir en valeur absolue. On va les laisser tels qu'ils sont. Sauf l'équilibre leucocytaire qui est présent au niveau du sang périphérique, qu'on va convertir. Ça, c'était pour la lignée blanche. Donc, une hyperleucocytose majeure avec une polynucléose neutrophile, une éosinophilie, une basophilie et 38% de myélénie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vous avez la lignée rouge, hémoglobine à 10 grammes par décilitre, VGM 90 femtolitres, CCMH 33%. Donc, vous avez une anémie qui est modérée, normocytaire, normochrome, anémie modérée chez un jeune de 35 ans. Donc, c'est une anémie modérée, normocytaire, normochrome. Et on explique ça par qu'on avait dit qu'on a une hyperleucocytose, une splénomégalie avec un débord splénique 12 cm. Donc, ça peut être expliqué soit par l'hypersplénisme, soit par un défaut de production au niveau de l'érythropoïèse, au niveau de la moelle osseuse. Pour ce qui est de la lignée plaquettaire, vous avez un taux de 500 000 éléments par millimètre cube et la valeur normale des plaquettes, elle est de 150 000 à 450 000 éléments par millimètre cube. Donc, c'est élevé. Donc, on parle de thrombocytose. Donc, pour récapituler, vous avez une hyperleucocytose majeure avec une polynucléose neutrophile, une éosinophilie, une basophilie, 38% de myélénie, une anémie modérée normocytaire, normochrome et une thrombocytose. C'est bon pour l'interprétation? Où est-ce que vous êtes passé? Très bien. Donc, est-ce que ce bilan est suffisant pour poser le diagnostic? On avait évoqué le diagnostic de la leucémie myéloïde chronique. Très bien. Donc, on doit le confirmer par le chromosome, par une étude cytogénétique. D'abord, on confirme le diagnostic et également pour pouvoir utiliser la thérapie ciblée ou les inhibiteurs de tyrosine kinase. Donc, on doit rechercher le chromosome Philadelphie, donc soit par karyotype, donc un cytogénétique conventionnel. On avait dit tout à l'heure que le karyotype, il a un triple intérêt, le diagnostic, un intérêt pronostic à la recherche d'anomalies cytogénétiques additionnelles en plus du chromosome Philadelphie et un intérêt thérapeutique dans le suivi de la réponse thérapeutique, la réponse aux inhibiteurs de tyrosine kinase. Donc, le chromosome Philadelphie ou l'équivalent moléculaire qui est le transcrit BCR-ABL, puisqu'on peut avoir 5% de patients qui n'ont pas de chromosome Philadelphie ou que le chromosome Philadelphie il est absent ou masqué. Donc, on doit faire la fiche ou la cytogénétique moléculaire et la biologie moléculaire ou PCR pour étiqueter le type de transcrit BCR-ABL. Ensuite, vous avez on le fait maintenant, c'est mieux pour bien assimiler le son. Ensuite, quels sont les examens à faire pour confirmer le diagnostic et quels en sont les résultats? On vient de le dire. Donc, l'hémogramme, il n'est pas suffisant pour poser le diagnostic.
pour confirmer le diagnostic. C'est vrai qu'on a l'équation d'un adulte jeune, la splénomégalie, l'hyperleucocytose majeure avec une myélémie qui est supérieure à 20%, qui font évoquer une forte... donc, ça évoque fortement le diagnostic de la leucémie myéloïde chronique, mais on doit le confirmer par d'autres examens qui sont le cariotype, donc il va rechercher le chromosome Philadelphie, la cytogénétique moléculaire pour le transcrit BCR-ABL et la PCR également qui va mettre en évidence le transcrit, le type du transcrit BCR-ABL et le pourcentage du transcrit. Quatrième question, quels sont les items à utiliser pour calculer le score pronostic de SOCAL? Vous répondez? Les items qu'on utilise pour calculer le score pronostic, on avait dit que le score le plus utilisé, c'est le score de SOCAL. Il y a une question, on dit que la transformation en LA par le taux de blast supérieur à 20% ou à 30%, c'est le cas ici? Non, il n'y a pas de blast. J'ai dit que la transformation en leucémie aiguë, donc de la leucémie myéloïde chronique en leucémie aiguë, vous avez deux écoles. Donc, il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, parle quand on a une leucémie aiguë, on doit avoir un taux de blast supérieur à 20%. Et pour l'ELN, je n'ai pas entendu la réponse. Vous pouvez reprendre la question? C'était pour les blasts, donc c'est pas la même chose que les blasts. Non, les blasts, ce sont des précurseurs très immatures, alors que la myélémie sont des granuleux également qui sont immatures, mais il y a une évolution de la blastose vers les cellules fonctionnelles qui sont les granuleux. Quand on a un taux de blast supérieur à 20% selon l'OMS, selon l'Organisation mondiale de la santé, ou supérieur à 30% selon l'ELN, European Leukemia Net, dans ce cas, on parle de leucémie aiguë. C'est le taux de blast qui est important pour parler de leucémie aiguë. Très bien. Donc, on revient au cas clinique. Quels sont les items à utiliser pour calculer le score pronostic? Donc, on avait dit dans le cours que le score pronostic le plus utilisé, c'est le score de SOCAL. Quels sont les items? Vous répondez? Très bien, c'est l'âge, la taille et l'âge, la taille. Oh là là.
Donc, on avait dit que l'âge, la taille et le taux de blast, et les plaquettes. Donc, âge, taille, rate, la taille de la rate, le pourcentage des blasts et le taux de plaquettes. Ça, c'est les items. Ensuite, on vous a calculé le score pronostic. On a trouvé que le patient présente un score de SOCAL de 0,59. Donc, à quelle catégorie de risque le patient est-il intégré? Très bien, c'est un risque faible. Quel est le mécanisme de la complication suscitée? Si vous vous rappelez du cas clinique, le patient présente quoi? Un priapisme, une notion de priapisme. Donc, à quelle catégorie de complications le patient il est intégré? Thrombose, donc c'est une complication thrombotique. Quelle sera votre attitude thérapeutique et sociale? Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire chez ce patient? Pourquoi la leucophérèse? J'ai dit que la leucophérèse, oui, on peut utiliser la leucophérèse, mais chez nous, on ne peut pas la faire. Il faut se mettre dans la réalité. Ça, c'est sur le plan théorique. Chez nous, donc, quelle sera votre attitude thérapeutique et sociale? Donc, on va mettre le patient sous une hyperhydratation zylorique. Le priapisme, c'était un antécédent, hein, donc c'est pas, il ne vient pas avec le priapisme. Il avait la notion de priapisme avant d'arriver chez vous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va mettre le patient sous un schéma d'hyperhydratation orale et on peut utiliser la voie générale, donc par voie. Puis, deuxièmement, mettre le patient sous zylorique ou allopurinol et mettre de l'hydréa en attendant le résultat du cariotype si vous n'avez pas fait de cariotype rapidement et pour essayer de réduire le taux de globules blancs. Par la suite, vous allez mettre, donc très bien, cassé, on va dire, on peut mettre de l'aspirine, donc des anticoagulants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hyperhydratation, allopurinol, de l'aspirine et de l'hydréa. La leucophérèse, dans le cas où le patient vient avec un priapisme récent, donc vous pouvez utiliser la leucophérèse. Mais le patient il est venu avec des antécédents une notion de priapisme. Donc ça, c'était pour le traitement symptomatique, on va dire. Puis par la suite, vous allez mettre, une fois vous avez confirmé le diagnostic de la leucémie myéloïde chronique, que le patient il a le chromosome Philadelphie et ou son équivalent moléculaire, le transcrit BCR-ABL, dans ce cas, vous allez mettre de l'imatinib, donc à raison de 400 mg par jour, parce que c'est une leucémie myéloïde chronique en phase chronique. J'ai dit, quelle sera également votre attitude sociale? Qu'est-ce que vous allez faire sur le plan social? Donc, hydréa. L'interféron, non, on ne va pas utiliser de l'interféron. J'ai dit hydréa, puis par la suite, vous allez mettre un ITK. On commence en général par l'imatinib, à raison de 400 mg par jour. Je parle maintenant de l'attitude sociale. Comme c'est un sujet qui travaille, donc qui est un technicien supérieur dans la radio, donc on va intégrer cette maladie comme une maladie professionnelle. Donc, on va faire un aménagement de poste dans son cas. Ça, c'est l'attitude socio-professionnelle ou l'attitude sociale. C'est bon? C'est assimilé? On ne peut pas considérer sa profession comme technicien de radio comme profession qui peut... Si, oui, on peut la...
C'est un patient qui est exposé aux rayons ionisants, donc on va considérer comme sa leucémie myéloïde chronique comme une maladie professionnelle et il doit bénéficier d'une indemnisation et d'un changement de poste ou d'un aménagement de poste. Non, l'interféron, on peut l'utiliser, c'est surtout en cas de grossesse, parce qu'on ne peut pas utiliser les inhibiteurs de tyrosine kinase ni de la chimiothérapie telle que l'hydréa. Donc, on utilise l'interféron et également, on peut l'utiliser en association avec les inhibiteurs de tyrosine kinase pour augmenter le bénéfice ou la réponse, la réponse cytogénétique, moléculaire et hématologique de la leucémie myéloïde chronique. Oui, le traitement de référence dans la leucémie myéloïde chronique, actuellement, c'est les inhibiteurs de tyrosine kinase. D'autres questions? On a terminé, hein, donc d'autres questions? Merci d'avoir assisté. Je ne sais pas, probablement c'est des crocs, hein, c'est le professeur Genouni qui est responsable du module, donc il va falloir lui poser cette question. Mais je suppose que c'est un croc, hein, donc n'aime pas les questions, n'aime pas les questions. Merci. Bonne journée à vous. Le cas clinique, je sais pas. Le cas clinique, je ne sais pas si elle va vous faire un cas clinique. Non, pas comme le mien, mais probablement, je ne sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, vous voulez parler d'aujourd'hui? Le cours est disponible. Oui, le cours il est disponible sur e-learning. Le deuxième